Un homme portant de sombres lunettes de soleil, vêtu d'un costume noir coûteux et tenant une élégante valise italienne, s'avança vers moi d'un pas décidé. Je pouvais sentir le parfum Givenchy se dégageant de lui, avant même qu'il ne m'atteigne. Le soleil m'éblouissait alors que je le fixais, me demandant où tout cela allait mener. « Bonjour, soldat », dit-il en me serrant la main d'une poigne de fer. Je remarquai sa coupe de cheveux fraîche et la légère bosse sous son épaule, où il gardait son pistolet. Une pensée me traversa l'esprit, brutale et instinctive. On dirait un fédéral. « Bonjour, monsieur », répondis-je en le saluant vivement. Il écarta le geste d'un revers de la main. « Pas besoin de faire ça, » dit-il. « En fait, il se peut que tu n'aies plus jamais à saluer ni à cirer des bottes, soldat. J'ai peut-être une offre d'emploi pour toi, si nous pouvions parler en privé. »« Comment vous appelez-vous » demandai-je. « Agent Streicher, » répondit-il. « Et je connais déjà le tien, sergent Todes. » Je plongeai mon regard dans ses lunettes miroirs, me demandant ce qu'elles cachaient. « J'ai un travail pour toi, un vrai, honnête travail. Tu pourrais quitter les Marines aujourd'hui si tu le voulais. » Il jeta un coup d'œil vers le bâtiment administratif, dont les portes vitrées s'ouvraient et se refermaient au rythme des allées et venues. Puis il me regarda à nouveau, posant une main sur mon épaule avec un geste presque paternel. « Alors, tu m'écoutes ?»« Oui, monsieur, » répondis-je. Nous entrâmes dans le bâtiment administratif, et la bouffée d'air climatisé me sembla comme un verre d'eau, après une journée aérée dans le désert. Il trouva un petit bureau inoccupé, marqué salle de conférence, et m'invita à entrer, refermant la porte derrière nous. Je m'assis sur une petite chaise mal rembourrée, d'un côté du bureau en bois, tandis qu'il prenait le grand fauteuil en cuir de l'autre côté. De là où j'étais, je pouvais toujours voir dehors. Des marines allaient et venaient, affairés à leurs tâches, tandis que le personnel de soutien entrait et sortait du bâtiment administratif et de l'infirmerie de l'autre côté de la rue. Il me faisait penser à des fourmis, avançant sans relâche pour le bien de la fourmilière. De loin, même les rangs de soldats ressemblaient à des fourmis. « Alors, sergent Jintao Todes, nous nous rencontrons enfin, » dit lentement l'agent Streicher. Il prononça mon nom comme s'il en goûtait chaque syllabe, s'interrogeant sur sa signification. « Tu es manifestement un soldat accompli. Tu as fini dans les 5% les plus brillants de ta promotion à l'instruction et ton test de QI te place dans le 1% supérieur de la population américaine. Tu as une licence obtenue à l'université du Connecticut, également terminée parmi les meilleurs. En outre, tu as la double nationalité sud-coréenne et américaine. » Je hochai la tête, sans surprise. Cet homme avait fait ses recherches. « Tu parles couramment le coréen ?»« Oui, répondis-je en acquiesçant. Je parle coréen et anglais. J'ai grandi avec les deux. »« Parfait, » dit-il en joignant les mains, visiblement satisfait. « Tu es exactement ce qu'il nous faut. Je recrute pour la CIA et nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté, de compétent, qui parle la langue et comprenne la culture. Est-ce que cette mission t'irait, soldat? Qu'en penses-tu? » Je ne sais pas, avouai-je. Toute cette rencontre semblait sortir de nulle part, avec quelque chose d'irréel. J'avais du mal à croire que la CIA s'intéresse réellement à moi. « Tu ne seras pas seul, » dit-il rapidement. « Un autre agent, plus expérimenté, t'accompagnera. » Je restai silencieux. Il sortit un contrat, me montrant un paragraphe marqué d'une étoile manuscrite. « C'est une offre unique, sergent Todd. Tu signes maintenant ou tu ne nous reverras jamais. » Il désigna le paragraphe. Je pris le contrat, le fis pivoter et le parcourus rapidement. La section marquée traitait de la rémunération, 70 000 $ par an, plus prime de risque et éventuel bonus pour mission dangereuse. Bien plus que mon salaire de sergent dans les Marines qui frôlait le ridicule. « D'accord, je suis partant », répondis-je avec un léger sourire. Je me levai, un peu tremblant, et il fit de même pour me serrer la main. Soudain, l'avenir me parut lumineux, excitant, presque illimité. J'eus droit à 18 mois d'entraînement avant de prendre le titre d'agent Todes,
officier des opérations pour la boîte. Mon nouveau partenaire, un homme bourru à l'accent du Sud très marqué, parlait peu et ne dévoilait rien de son passé. Pour ma première mission, on m'envoya dans un petit bureau au dernier étage du bâtiment. Un homme se tenait là, un dossier à la main. C'était un colosse musclé, un habitué des salles de sport, aux yeux bleus, à la peau bronzée et aux cheveux noirs de jais. Il ne souriait pas, son visage de pierre observant tout, comme s'il voyait au-delà des apparences. Dans son costume noir, du haut de son 1,90 m, il imposait le respect. « Je suis l'agent Todds, monsieur », dis-je en avançant la main. Il détourna vite le regard, feignant de ne pas l'avoir vue, et je la retirai. « Ouais, je sais qui tu es, » répondit-il. « Oublie le monsieur. Je m'appelle agent Hudson. Ou Mark, puisqu'on va sans doute tuer des gens ensemble. Autant passer tout de suite au prénom, non, Jintao ?» Un mince sourire traversa ses lèvres, sans atteindre ses yeux glacials. Il avait le regard d'un bourreau. Un frisson me parcourut, et je me sentis étrangement soulagé qu'il soit de mon côté. « Voici notre première mission. Ça devrait être facile pour un jeune prodige comme toi. » Il me planta le dossier contre la poitrine. Je l'attrapai, et il sortit déjà. « Où se retrouve-t-on » demandai-je. 6 heures du matin. Une voiture viendra te chercher. Après ça, peut-être qu'on se reverra en enfer, j'en sais rien. Lâcha-t-il en riant, avant de claquer la porte. Je tirai la chaise à roulettes du bureau, posai le dossier dessus. Mais d'abord, je passai à la salle de pause me préparer un thé vert bien corsé, avec beaucoup de gyokuro japonais. La vapeur parfumée s'élevait de la tasse alors que je regagnais le bureau, imaginant tout ce que contenait ce dossier. Peut-être une mission dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, ou dans la jungle cambodgienne, ou dans les vastes forêts de Sibérie. Quand j'ouvris la première page, mon cœur s'accéléra, puis retomba. Destination, République populaire démocratique de Corée. Ordre, nous rendre, Mark et moi, à une installation d'armes biologiques et chimiques près de la frontière chinoise, récolter un maximum d'informations et revenir au point de rendez-vous. Peu de détails supplémentaires, j'imaginais que j'en saurais plus le moment venu. Je rentrai chez moi, pris un gros repas, puis me couchai tôt, réveil réglé afin d'avoir le temps de me doucher et de me raser avant que la voiture de la CIA ne m'emmène vers de nouvelles aventures. Cette nuit-là, je rêvais de toundra sans fin, d'océans ouverts et de forêts pleines de mystères. La voiture arriva pile à 6 heures. L'agent Hudson était assis côté passager. Un homme plus âgé, dans la soixantaine, conduisait. Je ne l'avais jamais vu. Je montais à l'arrière. Un mélange d'eau de Cologne et de désodorisant, doux comme la vanille et les fleurs, flottait dans l'air. Je croisai son regard dans le rétroviseur. Il me sourit. « C'est l'agent Streicher qui t'a recruté, pas vrai ?» demanda-t-il, plus comme une affirmation qu'une question. J'acquiesçai. « C'est un chic type, Streicher. C'est lui qui m'a recruté aussi, il y a des années. Je m'appelle Hal. Je suis semi-retraité, mais je conduis encore pour la boîte. » dit-il, utilisant le surnom familier de la CIA. « Enchanté, Hal, » répondis-je, encore fatigué. J'avais avalé une pilule de caféine et du ginseng avant de partir, mais l'effet se faisait attendre. Je regardais Mark, qui fixait la fenêtre, silencieux. « C'est ta première fois en RPDC ?» demanda Hal. Je fis oui de la tête. « Mon gars, il se passe des trucs dingues dans ce pays. Mon père a fait la guerre de Corée. Tu as déjà entendu parler des Gwishin ?» J'avais entendu le mot, sans plus. Non, j'ai grandi aux États-Unis. Je parle coréen grâce à ma famille, mais je ne connais pas les légendes urbaines. « Ce n'est pas une légende urbaine, » répondit-il sombrement. « Le Gwishin existe. Mon père en a vu un, alors qu'il montait la garde. » Il raconta alors l'histoire complète des femmes en robe funéraire blanche, au visage dissimulé par de longs cheveux noirs, courant vers la tour. De gays, avec leurs crânes ensanglantés, leurs pieds décharnés, et la fuite désespérée qui lui permit d'échapper aux mains pourries se hissant à l'échelle. Il termina son récit en prenant la sortie vers l'aéroport. Le silence devint presque assourdissant. À la grille, il montra ses papiers,
Peu après, nous étions devant le jet. Hal nous fit un signe de la main. Bonne chance, petit nouveau. Et souviens-toi, mon histoire n'était pas une foutaise de feu de camp. Il y a vraiment des choses anormales dans ces bois et dans ce pays. Et avec toutes leurs recherches sur les armes biologiques et chimiques, ça pourrait être bien pire maintenant. Sur ces mots, il remonta sa vitre et fit demi-tour, disparaissant dans un crissement de pneus sous le soleil brûlant. Pendant le vol vers la Chine, l'agent Hudson et moi avons discuté du plan. Nous devions nous faufiler par la frontière sino-nord-coréenne, relativement perméable, au moment précis du changement de garde. Nous disposions d'une fenêtre d'environ 5 minutes, pendant laquelle la garde sortante brieferait la garde entrante dans la tour de guet, avant de ressortir. De plus, nous serions armés de plusieurs armes, en plus du Glock 30 que je portais toujours dans mon étui d'épaule, sous mon costume. Dans l'avion, nous avions 2 fusils d'assaut Éclair et Koch HK-416, pouvant passer du mode entièrement automatique au mode semi-automatique. Les chargeurs pré-remplis contenaient des dom-dom, balles spéciales qui s'élargissent à l'impact et provoquent des dégâts tissulaires catastrophiques chez tout ennemi rencontré. Nous avions également des grenades, beaucoup de M67 rondes et bleues, capables de se fragmenter et d'exploser sur une zone d'une douzaine de mètres de diamètre. Et nous possédions 2 très petites armes équipées d'aiguilles spéciales, remplies d'étorphine, un opioïde à action rapide généralement utilisé pour endormir les éléphants ou autres grands mammifères, et qui mettrait instantanément hors d'état de nuire tout humain normal. Nous avions aussi des antagonistes opioïdes, pour éviter que la personne ne cesse de respirer après l'injection. Si nous trouvions des scientifiques nord-coréens ou des responsables de haut rang, et qu'il nous semblait possible de les capturer vivants, nous devions essayer, à l'aide de ces armes tranquillisantes, bien que cela reste secondaire. Si nous parvenions à les rapprocher de la frontière, quelques agents auxiliaires seraient en place pour les récupérer. Les gardes-frontières nord-coréens pouvaient être abattus si la valeur du prisonnier le justifiait. Tout cela se faisait hors des circuits officiels, et si nous étions capturés et torturés, les États-Unis nieraient immédiatement toute implication ou connaissance, prétendant que nous étions des loups solitaires ou des mercenaires. Sans que nous nous en rendions compte, nous étions déjà en train d'atterrir en Chine, sur un aérodrome entouré d'arbres luxuriants. Un chauffeur chinois, qui ne parlait pas un mot d'anglais, nous attendait. Il démarra aussitôt. Je jetai un dernier coup d'œil au jet métallique et élégant, me demandant si je le reverrais un jour. Il nous déposa apparemment au milieu de nulle part. Nous étions sur une route de terre déserte, parsemée de nids de poules profonds et de grosses pierres. À côté de nous, une forêt dense d'un vert sombre s'élevait jusqu'aux montagnes qui se dressaient comme des géants silencieux au-dessus de nous. Je savais que quelque part, dans cette chaîne de montagnes, se trouvait la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, et qu'au-delà, notre mission et les meurtres commenceraient, bien que cela se soit passé il y a 2 mois. Je me souviens encore de la sensation étrange qui m'avait envahi alors, comme si mon instinct pressentait déjà les horreurs auxquelles j'allais être confronté. Nous avions enfilé nos tenues de camouflage avant de quitter l'avion. Les motifs, nuances de noir, de vert et de vert sombre, étaient conçus pour se fondre dans la flore locale. Sans hésiter, l'agent Hudson s'enfonça dans les bois, quittant le sentier de terre. Nous ne parlâmes pas pendant la marche. Il consultait de temps à autre une boussole électronique dans sa poche, semblant habitué à lire les chiffres étranges et changeants sur l'écran. Par moments, il s'arrêtait derrière un arbre, ressortait la boussole, puis modifiait légèrement notre direction. Bientôt, j'aperçus une petite clairière avec une tour de guet au loin. En regardant à gauche et à droite depuis notre position élevée dans la montagne, je vis d'autres tours de guet émergeant du territoire nord-coréen. Elles s'étendaient à perte de vue, espacées dans la forêt épaisse, leurs sommets dépassant des arbres comme des têtes de serpents surgissant d'un puits. « C'est ici le point de passage, » murmura-t-il. « Sois prêt à tout. » J'acquiesçai gravement et nous avançâmes. Je sortis mes jumelles et aperçus la silhouette d'un homme au sommet de la tour. Je m'apprêtais à le signaler à Hudson, mais il l'avait déjà remarqué. Il observe à travers ses propres jumelles, fronçant les sourcils. « On traverse quand même s'il y a encore quelqu'un là-haut »
demandai-je. Je croyais que c'était censé être l'heure du changement de garde. Il me lança un drôle de regard. Regarde encore. Chuchota-t-il. Je levai de nouveau mes jumelles et détaillai la silhouette. Dans la lumière mourante du jour, il était difficile de distinguer les détails. Mais après quelques secondes, je compris. L'homme, vêtu d'un uniforme militaire nord-coréen, avait été crucifié contre la tour. Ses yeux avaient été arrachés et sa peau écorchée. Quelqu'un avait dû le dépouiller vivant avant de lui remettre son uniforme sur le corps mutilé. Nous avançâmes lentement, nos HK-416 levés. Arrivés à la tour, nous constations qu'il n'y avait personne aux alentours. Nous montâmes les escaliers prudemment, tentant de faire le moins de bruit possible, nous attendant à une embuscade. Tout en haut, nous trouvâmes le cadavre, les poignets et chevilles traversés par de gros clous. Sa tête pendait, inerte. Derrière lui, en lettres coréennes tracées à la peinture noire, on pouvait lire « Et je regardais, et voici un cheval pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » C'est l'Apocalypse. Commença Hudson, mais le cadavre se tordit soudain violemment et inspira. Les muscles de son corps écorché se contractèrent, tirant contre les clous, faisant jaillir des gerbes épaisses de sang. Sa bouche, sans lèvres, claquait bruyamment, ses dents se refermant et s'ouvrant comme s'il tentait de me mordre. Par réflexe, je reculai, mais les clous enfoncés profondément dans le bois l'empêchaient de se détacher. « Oh mon Dieu !» murmurai-je en sortant mon pistolet et le pointant vers sa tête. « Non !» dit Hudson d'une voix dure et autoritaire. « Ne tire pas sauf si c'est nécessaire. Le bruit pourrait attirer toute la foutue armée nord-coréenne. Laisse-le là, on a une mission. » Je repris mes esprits, rengainai mon arme et nous redescendîmes, laissant derrière nous le cadavre qui claquait encore des dents dans le vide. Notre plan initial était de rejoindre directement le laboratoire d'armes biologiques après avoir traversé la frontière. Mais tout dérailla lorsqu'une trentaine de soldats nord-coréens, en uniforme brun-gris, passèrent en courant. Nous sortions à peine de la tour, et heureusement, nous étions bien plus haut qu'eux, sur la route de terre en contrebas. Ils n'avaient qu'une seule voiture, le reste de la troupe courait à côté. Le véhicule dégageait une épaisse fumée noire qui empestait le soufre. Tous les soldats étaient d'une maigreur extrême, les yeux creux et les pommettes saillantes. Il était évident qu'ils n'avaient pas vu un vrai repas depuis longtemps, mais ils étaient armés et largement plus nombreux que nous. La mission devait se faire par la discrétion, pas par la force brute. Un informateur nord-coréen nous avait donné le code d'accès au laboratoire, et nous devions y entrer à l'heure où le personnel était le moins nombreux. Nous devrions malgré tout éliminer les gardes croisés sur notre chemin. « Changement de plan. » dit Hudson en désignant un sentier de serre s'éloignant de la route. « Il y a un petit village frontalier pas loin. On pourra s'y cacher jusqu'à ce que la route soit dégagée. »« Pas d'autre chemin ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « Pas à ma connaissance. Notre itinéraire prévu suit cette route. On reviendra plus tard, jeter un œil. Évite d'être vu par les civils. Ce sont tous des mouchards pour le régime. Ils dénoncent leurs voisins pour un bol de riz. La moitié survit en mangeant serpents, rats et herbes. Ils gagnent à peine $1000 par an, et s'ils nous voient, ils nous livreront directement à la torture. » Ouais, je m'en doutais. Alors, on ne va pas parler de ce qu'on a vu là-bas ? Hudson s'arrêta net et me lança un regard dur. Ses yeux bleus me scrutèrent de haut en bas. « Ok, parlons, » dit-il. Sa réponse me prit de court. Je ne savais pas quoi dire. « Eh bien, tu as plus d'expérience que moi. Je voulais savoir ce que tu en pensais, » répondis-je. Autour de nous, les arbres bruissaient dans la brise de montagne. L'air était pur et doux. Au loin, on apercevait des villages minuscules reliés par des pistes de terre serpentant entre les bois. Du côté de la tour, des cris retentirent, et d'ailleurs, on entendit aboyer des chiens. « Merde, » grommela Hudson. « Faut accélérer. Ils ont des chiens pisteurs. Je ne sais pas s'ils suivront notre odeur ou celle de ceux qui ont fait cette horreur. Écorcher un homme vivant et tout le reste. Mais notre piste est fraîche, et ça ne me plaît pas. »
Il se mit à marcher vite, boussole électronique à la main. Depuis notre hauteur, j'aperçus un petit bourg, et Hudson aussi. Il rangea la boussole. Ok, je sais où on est. Plus besoin de ça. Et tu vas répondre à ma question ? Demandai-je. Il marchait vite à mes côtés, respirant fort, une fine pellicule de sueur sur le visage. Je n'ai pas de réponse pour toi, Jintao. Dit-il calmement. Tu crois que je sais tout ce qu'on va croiser de bizarre ou d'inhabituel juste parce que je fais ce boulot depuis quelques années ? Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. Et j'espère, pour nous deux, qu'on ne reverra jamais ça. Et ce qu'a dit Hal sur les armes biologiques et chimiques, tu penses qu'ils ont pu tester un nouvel agent et qu'il se soit échappé ? Je pense que la réponse la plus probable, c'est que l'homme qu'on a vu n'était pas vraiment mort. Il avait peut-être l'air mort quand on est arrivé. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui semblaient être morts et qui ne l'étèrent pas. Même écorchés vifs, on peut survivre un moment. Peut-être qu'il était dans un état de stupeur ou de catatonie à cause de la douleur et du choc. Peut-être qu'ils lui ont injecté une drogue ou un agent chimique pour qu'il ne ressente pas la douleur. Mais ce n'est pas comme si on avait vu Lazare sortir de sa tombe. Pour moi, tout ce qu'on a vu, c'est un homme agonisant, fou, cloué au mur. Il s'interrompit. Les aboiements se faisaient plus proches. Nous étions presque arrivés au village. Il semblait vide, mais je vis un chat famélique, à l'air sauvage, rôder près d'une maison. En entrant dans la localité, je réalisais à quel point les petites maisons et huttes étaient délabrées. Celle à la lisière de la forêt, avec le chat dans la cour, avait littéralement des trous dans le toit. Les fenêtres cassées étaient recouvertes de papier. Aucune ligne électrique ne menait aux habitations. Je pensais à l'hiver ici, glacial et misérable, sans électricité ni chauffage central. Comme pour illustrer mes pensées, une vieille femme sortit en boitant de la maison, se penchant pour caresser le chat. Elle était minuscule, pas plus d'1,50 m, et portait une robe ancienne en satin rouge qui couvrait son corps maigre et tremblant. Elle leva vers nous ses yeux troubles, dont le blanc jaunâtre ressemblait à de la gelée. Le dos voûté, elle avançait à petits pas chancelants, s'appuyant lourdement sur une canne en bois. Après nous avoir observés longuement avec surprise, elle sourit, dévoilant ses rares dents, éparpillées comme des sentinelles perdues sur un champ de bataille. « Vous êtes avec le groupe de touristes ?» demanda-t-elle en coréen. Je répondis aussitôt avec un sourire. « Oui, on a été séparés, malheureusement. » Elle me lança un regard suspicieux, puis m'invita à entrer. « Eh bien, entrez. Je vais vous donner à manger et à boire. Peut-être qu'on trouvera un moyen de vous ramener à votre groupe. » « Ce serait parfait, » répondis-je. Hudson comprenait un peu le coréen, mais pas assez. Je lui traduisis, et il grommela. « Je ne mangerai rien de cette foutue bouffe nord-coréenne. C'est sûrement du chat ou du chien. Tu sais que le gouvernement a affiché des posters partout disant de manger du chien l'été parce que ça rafraîchit. En réalité, ils voulaient juste nourrir les gens à moindre coût, et abattre les chiens errants y contribue. » Je suivis la vieille femme par la porte d'entrée branlante et fendue. L'intérieur n'aurait pu plaire qu'à quelqu'un vivant dans une misère extrême. Une table sale et ébréchée trônait au centre de la cuisine. Un feu crépitait dans une cheminée sur le point de s'effondrer. La plupart des briques étaient branlantes, fissurées ou manquantes. Au-dessus du feu, un pot en métal noir. L'air empestait le bois pourri et la moisissure, et une odeur étrange, presque comme du thé vert, venait du pot. Je m'approchai et respirai profondément. Dans l'eau bouillante flottaient de simples brins d'herbe et un serpent mort, cuisant ensemble dans un bouillon répugnant. Je relevai la tête vers la femme, qui ne sembla pas remarquer mon dégoût. « Vous mangez ça ?» demandai-je. « Quand on attrape des serpents ou des rats, oui. » répondit-elle avec un faible sourire. « Sinon, ce n'est que de l'herbe et du chou pourri du gouvernement. Parfois du lait en poudre ou du riz. Mais on ne peut pas compter sur les rations. Elles ont été réduites encore et encore jusqu'à ce qu'on ait faim en permanence. »« Comment vous appelez-vous » Hee-Jin » dit-elle en s'inclinant brièvement. Je me demandais si cette femme était une alliée ou un danger. Je ne voulais pas la tuer,
Mais je ne voulais pas non plus risquer qu'elle court prévenir les autorités dès notre départ. Je voyais les mêmes pensées traverser l'esprit d'Hudson, son visage se durcissant alors qu'il la fixait. « Je suis Jin Tao, et voici Marc », dis-je en évitant volontairement de donner nos noms complets. « Avez-vous vu quelque chose d'étrange dans le coin récemment ? Nous avons trouvé un cadavre dans les bois, qui n'était pas complètement mort. » Ses yeux s'écarquillèrent, et elle laissa échapper un petit cri. « Nous avons eu ça pendant la marche Arduel, la famine qui a tué des millions. » dit-elle. Certains affamés sont revenus, enragés, mordant tout le monde, complètement fous. Il ne leur restait rien d'humain. C'étaient juste des agents de la faim, errant pour dévorer les vivants. Et la phrase « Et je regardais, et voici un cheval pâle. Vous avez déjà entendu ça ?» Elle détourna le regard, hésita longtemps, puis répondit « Non, je suis désolée. » En Corée du Nord, posséder une Bible peut valoir la peine de mort ou la prison à vie. Alors je doutais qu'elle connaisse la référence. Mais quelque chose dans son attitude me laissa penser qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait le dire. Était-ce de la paranoïa liée à la situation ou une vraie intuition? Alors que je traduisais tout à Hudson, j'entendis des aboiements dehors et des hommes donner des ordres. Le bruit lourd de nombreuses bottes résonnait sur la route de terre et se rapprochait rapidement. Avant que je comprenne, Hudson sortit son pistolet tranquillisant et tira un dard dans son ventre. Elle baissa les yeux, surprise, puis fronça les sourcils. En quelques secondes, elle chancela. « Oh !» souffla-t-elle en tombant. Hudson la souleva et l'emporta dans ses bras, alors qu'on frappait violemment à la porte d'entrée. Des soldats criaient en coréen que des agents ennemis avaient infiltré la zone et qu'une fouille était en cours. Hudson courut jusqu'à la chambre, jeta la femme sur le matelas élimé. Des bruits de fracas retentirent à l'avant et à l'arrière de la maison. Des pas lourds martelèrent déjà le plancher. Sans réfléchir, Hudson et moi nous réfugiâmes dans un placard de la chambre, refermant doucement la porte, en laissant juste une fente pour voir à l'extérieur. Et nous attendîmes que les hommes entrent, armes au poing, pour nous emmener à la chambre de torture. J'entendais les soldats fouiller la maison pièce par pièce, tandis que les chiens aboyaient furieusement dehors. Dans la rue, un véhicule dont le pot d'échappement semblait avoir disparu depuis la guerre du Vietnam tournait au ralenti. Ils trouvèrent la vieille femme, allongée dans son lit, inconsciente, et tentèrent en vain de la réveiller, lui hurlant des ordres encore et encore, sans obtenir la moindre réaction. J'entendis des pas se rapprocher de la porte du placard où nous étions cachés, et mon doigt se resserra sur la détente. J'étais prêt à me battre jusqu'au bout plutôt que d'être capturé et subir une mort lente sur une dalle de béton tachée de sang, dans le sous-sol d'un bâtiment où les habitants n'allaient jamais. Je vis les yeux de l'agent Hudson se plisser, son arme levée à hauteur de poitrine, prêt à tirer. L'air vibrait de tension, et je m'efforçais de ne pas respirer trop fort, de peur d'être entendu. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que chaque pulsation me donnait l'impression de trahir notre présence. J'essayais de me calmer, de maîtriser les tremblements qui parcouraient mon corps. Mais un vacarme éclata dans la rue, et les soldats commencèrent à donner des ordres avant de se précipiter dehors. Des coups de feu retentirent, suivis de cris d'agonie et d'horreur qui déchirèrent le silence du petit village misérable. J'ouvris lentement la porte, m'attendant à un piège. Mais les hurlements qui venaient de dehors ne pouvaient pas être simulés. Il y avait dans ces voix une douleur brute, insupportable. On aurait dit que leurs cordes vocales allaient éclater. Et puis les cris s'éteignirent, un par un. Je m'approchai prudemment de la fenêtre, apercevant Hee-jin toujours étendue sur son lit, inconsciente. Il faudrait que je lui administre une dose d'antagoniste opioïde pour éviter un probable arrêt respiratoire dû à une overdose d'étorphine. Pour ce genre de drogue, nous transportions une seringue rouge pré-remplie portant l'inscription « Revivons, for animal use only ». J'avais eu envie de rire en lisant ça la première fois, mais la CIA nous avait assuré que l'étorphine était la méthode la plus rapide et la plus sûre d'immobilisation, et que cet antidote fonctionnait aussi sur les humains. En arrivant à la fenêtre, face aux vitres fendillées et au bois vermoulu, je fus soudain pris d'un besoin irrésistible de détourner le regard.
La sueur se mit à couler le long de mon dos, et un frisson glacé me parcourut. Je me sentis irréel, comme si je venais de me réveiller au milieu d'un rêve. Mais lorsque je regardai dehors, je sus que même mes cauchemars n'auraient jamais pu inventer ce que je voyais. Sur un cheval squelettique et blanc siégeait un cavalier rouge, au corps tordu et sombre, aux traits démoniaques et inhumains. Les sabots cliquetaient doucement sur la terre et les pierres, tandis que l'homme chevauchait parmi les corps, leur visage figé dans l'horreur. J'avais la sensation de contempler quelque chose qui n'obéissait pas aux lois de notre univers, comme si l'espace lui-même se pliait autour de cette abomination. Sa tête massive formait un triangle inversé, sa peau cramoisie lisse comme de la peinture fraîche. Deux yeux énormes et globuleux fixaient droit devant, immobiles, noirs comme de l'obsidienne polie, sans paupières. Ils évoquaient autant l'insecte que le serpent venimeux, irradiant une haine et une puissance indicibles. Sous cette tête, un exosquelette étrange, ses os à l'extérieur, formait une carapace rouge, nervurée et lisse, descendant sur son torse mince. Ses jambes, pointues et musculeuses, jaillissaient de part et d'autre du cheval, telles celles d'une mante religieuse. Le cheval, bien qu'entièrement décharné, se déplaçait rapidement. Ses deux yeux noirs, semblables à ceux de son maître mais moins étranges, brillaient comme des pierres polies, reflétant de fugitifs arcs en ciel huileux à la lumière du soleil. Un Nord-Coréen traversa la rue. Le cavalier tendit vers lui un doigt long et ulcéré et prononça un seul mot. L'homme s'immobilisa aussitôt, les yeux écarquillés, le visage vidé de son sang. Il porta les mains à son visage et s'arracha les yeux, les réduisant en lambeaux, jusqu'à ce que le sang jaillisse des orbites vides. Puis il se mit à suffoquer, bleuissant, comme s'il avait avalé sa propre langue. Il tomba à terre, secoué de convulsions, puis resta étendu, inerte, les lèvres et les ongles teintés de cyanose. En réponse, la créature sur le cheval squelettique poussa un hurlement assourdissant et démoniaque. Il résonna dans les montagnes, porté par des vagues étranges. Ce cri semblait constitué de milliers de voix superposées, certaines s'éteignant pendant que d'autres montaient, formant une cacophonie harmonisée. C'était un son cauchemardesque, et ma peau se couvrit de chair de poule. Je réalisai alors que l'agent Hudson n'était plus à mes côtés. Il tenait la seringue rouge à la main et injectait le revivon dans le cou de Hee-Jin. Sa respiration était lente, beaucoup trop lente, et son visage pâle. Mais en quelques secondes, elle se mit à respirer plus vite, et ses paupières papillonnèrent. Elle ouvrit les yeux, confuse et hébétée. Hudson leva les yeux vers moi et me fit signe d'approcher. En me penchant vers la fenêtre, je vis la rue couverte de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, éparpillés pêle-mêle. La créature avait cessé son hurlement, mais les échos revenaient encore des montagnes, s'éteignant peu à peu. Mes oreilles bourdonnaient, un sifflement aigu rendant difficile la compréhension des paroles d'Hudson. Je me concentrai sur ses lèvres. « Elle sait quelque chose, » dit-il, les yeux froids et plissés. « On doit découvrir ce qui se passe ici. Je crois que c'est bien pire que ce qu'on imaginait. » Au loin, j'entendis à nouveau le cliquetis des sabots sur la route, écrasant les dizaines de cadavres. « Oh non, je le savais !» dit Hee-Jin d'une voix pâteuse, la tête bougeant par à coups. Ses yeux écarquillés, emplis de terreur, fixaient le plafond. Hudson se tourna vers moi. « Ton coréen est bien meilleur que le mien. Elle te fera plus confiance qu'à moi. Simplement parce que tu parles sa langue et que tu lui ressembles. » Je haussai les épaules. « Je vais essayer. » Je tirai une chaise branlante, tout en jetant des coups d'œil vers la fenêtre. Le cavalier étrange avait disparu. Le silence dehors paraissait mortel. L'odeur du sang entrait à travers les fissures et les vitres brisées. « Hee-Jin » dis-je, en m'asseyant près d'elle. Elle tourna la tête vers moi. Ses yeux noirs étaient remplis de souvenirs cauchemardesques que je ne pouvais imaginer. Que s'est-il passé pendant la marche ardue? Qu'est-ce qui a fait revenir les morts? « On ne sait pas d'où ça a commencé, » répondit-elle. mais ça semblait venir des forêts au nord d'ici. Je croisai le regard d'Hudson. Il hocha la tête.
C'était précisément là que se trouvait l'installation d'armes biologiques que nous étions venus inspecter, à 3 ou 4 miles tout au plus, à vol d'oiseau. Et qu'était-ce? Les morts vivants. Mais pas seulement. Ils suivaient quelque chose d'inhumain, quelque chose qui passait à cheval. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu des histoires de survivants. Il disait que son cheval avait la couleur pâle des os, avec des yeux noirs comme ceux de son maître. L'armée nous a dit que c'était un monstre envoyé par les Américains ou les Sud-Coréens et que notre grand dirigeant Kim Il-jong riposterait en envoyant 1000 monstres dans leur pays pour chaque monstre qui entrerait ici. Mais d'autres murmuraient qu'il avait été créé par la République populaire démocratique elle-même. Bien sûr, jamais en public, sous peine d'exécution. Et comment ça s'est terminé? Demandai-je. Quand la famine a pris fin, les cadavres et le cavalier sont partis où? Elle haussa les épaules. Les Chinois ont envoyé des renforts vers les zones frontalières et la RPDC a commencé à remplir chaque ville alentour de soldats. La plupart des soldats coréens mouraient de faim comme nous, et ils prenaient nos maigres réserves de force. Si quelqu'un était surpris à garder plus de 2 repas de côté, il était exécuté publiquement. Pendant ce temps-là, je cherchais des herbes et des champignons dans la forêt, je tentais d'attraper du petit gibier et je mangeais même des rats et des souris piégées. J'évitais la ville autant que possible après avoir vu les premiers morts revenir à la vie. Ça a semblé durer une éternité, mais un jour, les soldats ont disparu et la nourriture a commencé à revenir peu à peu. On nous a donné du riz, puis du pain, et la marche ardue a pris fin avec des millions de nos camarades morts. C'était si terrible à l'époque. Tu ne pouvais pas laisser le corps d'un proche dehors. Il fallait l'enterrer immédiatement après la mort, sinon tu revenais et tu retrouvais le corps disparu ou des morceaux de chair prélevés sur les jambes et les bras. Le cannibalisme était partout et les gens mangeaient de l'herbe et de la terre juste pour remplir leur estomac. Mais vous mangez encore de l'herbe, fis-je remarquer. Elle eut un sourire triste. Seulement une fois par jour maintenant, Dit-elle, comme si cela rendait la chose acceptable. Et dans ces conditions infernales, c'était peut-être le cas. J'éprouvais un profond respect pour cette vieille femme, qui avait survécu à de telles privations et vu tant d'horreurs. Comment se fait-il que rien de tout cela ne soit jamais sorti? Demandai-je. Personne dans le reste du monde ne sait que les morts se sont relevés pendant la famine. On sait que des millions de personnes sont mortes de faim, mais même connaître le chiffre exact est impossible. ce qui se passe ici reste ici avec notre peuple. C'est notre fardeau seul. Vivre ici, c'est comme vivre dans une forteresse renforcée. Personne ne peut partir ou communiquer avec l'extérieur. Quiconque essaie de fuir est abattu sur le champ. La police veille à ce que tout le monde connaisse les conséquences d'une tentative de départ ou de contact avec l'extérieur. Ils disent que personne ne devrait vouloir partir parce que nous sommes la plus grande société du monde, la plus égalitaire et la plus crainte. Personne n'oserait nous attaquer, et c'est pour ça que je pense que ça vient peut-être de notre propre peuple. J'allais répondre, lorsque j'entendis des brindilles craquer et des feuillages remuer juste à l'extérieur de la maison. M'avançant discrètement vers la fenêtre, je regardais dehors. Le cavalier avait disparu, mais à présent, une horde de cadavres ambulants déferlait dans la ville. Ils avaient du sang qui coulait de la bouche, du nez, des yeux, et un liquide jaunâtre et visqueux s'échappait de larges plaies qui zébraient leur corps. Entailles profondes, impacts de balles ou marques de torture laissaient voir les os, les ligaments et la chair déchiquetée. Un spectacle atroce qui fit vibrer ma peur au plus profond de moi. L'odeur qui les accompagnait était comme un mur solide de putréfaction fétide, si épaisse que je pouvais presque la mâcher. Elle me fit presque vomir. Un mélange de fromage pourri, de tomates en décomposition et de viande rance. Des centaines de cadavres avançaient, la bouche claquant sans cesse comme pour mâcher l'air. Leurs yeux ensanglantés étaient comme ceux de poupées, vides et sans vie, dans leurs visages émaciés. La plupart semblaient squelettiques, beaucoup entièrement nus,
d'autres couverts de lambeaux de vêtements pourris collés à leur peau pâle et sans vie, tachés de sang séché. Du pus jaune et du mucus luisaient sur leur corps, alors qu'ils progressaient, affamés et sans peur, comme une armée guidée par un esprit unique, coordonnant ses mouvements comme un vol d'oiseaux. Hee-jin ne les vit pas, et dans sa semi-torpeur due aux opiacés, elle n'entendit peut-être pas leur approche furtive. Ils ne criaient pas, contrairement aux cavaliers, et avançaient aussi silencieusement que des prédateurs. Les rares personnes encore vivantes dans la rue se mirent à hurler lorsqu'elles furent attaquées, les morts se jetant sur elles pour les dévorer vivantes, mâchoires puissantes s'abattant sur leur chair. Les cris étaient faibles, paniqués, les derniers souffles d'hommes et de femmes, ramenés à un cauchemar pire encore. Ceux qui sont morts pendant la famine sont revenus, dit-elle. Des hordes d'enfants morts-vivants qui ont mangé leurs propres parents et grands-parents, bien que beaucoup étaient déjà orphelins à ce moment-là. Les parents mouraient aussi de faim, et leurs corps étaient souvent mangés par les habitants. Beaucoup se sont tournés vers le cannibalisme, et la viande humaine se vendait au marché noir dans les heures les plus sombres. Les femmes se prostituaient pour un bol de riz ou un morceau de pain. Les gens mangeaient leurs propres enfants et leurs mères. Des inconnus, ou même des amis, étaient tués pour le peu de nourriture qu'ils avaient. Les cadavres ambulants tournèrent la tête vers la maison, tels des chiens de chasse, flairant leur proie. Tandis qu'elles continuaient de parler, ils se redressèrent des corps dont ils se nourrissaient, convergeant vers la porte d'entrée, un flot de chair pourrie et de bouches béantes qui savaient désormais que nous étions là. Agent Hudson, il est temps d'y aller, dis-je d'une voix tremblante. Il les avait vus lui aussi, et nous nous mîmes à courir vers la porte arrière. Hee-jin ne bougea pas et ne sembla pas comprendre le danger. Nous devions sauver nos vies et mener à bien la mission, plus importante que jamais. J'eus la nausée en la laissant derrière, la condamnant à une mort lente et atroce. Hudson traversa les planches branlantes de la porte arrière sans même l'ouvrir, éclatant le bois sous la poussée de l'adrénaline. Je passai derrière lui. Hee-jin se mit à hurler de douleur, et je me retournai aussitôt. Les premiers cadavres s'étaient jetés sur elle, la dévorant par les jambes et le ventre. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, emplis de souffrance et d'horreur, tandis qu'elle hurlait comme une banshee, le sang jaillissant de dizaines de morsures. Les morts à l'arrière de la horde s'arrêtèrent pour me fixer alors que je restais dans l'embrasure. Une M67 à fragmentation dans la main droite, ronde et bleue comme un œuf de merle. J'arrachai la goupille et la lançai d'un geste ample. Elle passa en flou devant moi, rebondit sur le sol de la cuisine et roula jusqu'à la chambre en face. En me retournant pour fuir, je vis les yeux de Hee-jin, hantés, fixant le plafond, tandis que le sang s'échappait de son ventre et de ses jambes. Elle gémissait, n'ayant plus la force de crier. Les créatures lui arrachèrent la chair à pleines dents, avalant de larges morceaux sans même mâcher. La vision était insoutenable, et même des mois plus tard, le souvenir me donne encore la nausée. Hudson avait atteint la lisière de la forêt. J'étais à une dizaine de mètres derrière lui, courant aussi vite que possible pour mettre de la distance avec l'explosion que je savais imminente. Je comptais dans ma tête. 5, 4, 3, 2. Mais je n'allais pas plus loin. Un éclair de lumière jaillit de la maison, projetant dans toutes les directions des planches éclatées et des morceaux de cloison. Je me retournai et vis une boule de feu rouge embraser instantanément le bois sec de la maison. Mes oreilles bourdonnaient sous le fracas assourdissant et grondant de la grenade. Je commençai à regarder de nouveau devant moi, mais je trébuchai sur une pierre et fus projeté en avant. Je m'écrasai sur l'herbe, la tête heurtant violemment la terre. Le choc ne me sonna que quelques instants, mais alors que je restais allongé là, encore bien trop près de la maison pour être tranquille, j'entendis un nouveau son en provenir. Les cadavres s'étaient mis à faire du bruit, mais sans crier. Cela ressemblait au grognement d'une foule assoiffée de sang, approuvant à l'unisson, tandis qu'un leader fanatique la galvanisait dans une frénésie meurtrière, ou bien aux acclamations des spectateurs romains dans un colisée, voyant les hommes s'entre-déchirer. On aurait dit des centaines de voix captivées, répétant « Ah! Ah! Ah !» Puis, à mesure que le feu se propageait et que la maison commençait à s'effondrer sur elle-même,
Le son s'éteignit, jusqu'au silence. En suivant un sentier de cerfs sinueux qui montait et descendait à travers la montagne, mes pensées revenaient sans cesse à Ijin et à ce qu'elle avait raconté. « Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» demandai-je. Il me lança un regard glacé. « Notre mission ne nous demande pas de réfléchir à tout ça, » répondit-il. « On est juste là pour recueillir des informations et les transmettre. Dieu merci, on est arrivé quand on l'a fait. Avec un peu de chance, c'est encore assez tôt dans le processus pour limiter les dégâts. » « Quel processus ?» demandai-je. Il hésita longtemps, puis se mit à parler, fixant droit devant lui, sans me regarder. « Les Nord-Coréens ne sont pas les seuls à avoir fait cette avancée, » dit-il. Des scientifiques, aux États-Unis et en Russie, ont aussi expérimenté des virus modifiés génétiquement ou des prions synthétiques, capables d'interagir avec les tissus mourants. Au prix des fonctions cognitives supérieures, certains de ces virus peuvent maintenir le corps en vie, ou même le ramener d'entre les morts. Dans nos expériences, les sujets finissent toujours comme les gens qu'on a vus ici. Seules les parties inférieures du cerveau restent actives, celles liées à la faim et aux besoins instinctifs. Ils ne semblent pas ressentir de douleur, et n'ont ni souvenir ni conscience d'eux-mêmes, autant qu'on puisse en juger. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Quand nos scientifiques ont injecté un groupe de cadavres fraîchement morts, le groupe semblait capable de communiquer d'une manière ou d'une autre, sans parole. « Comme les oiseaux dans un vol ?» dis-je, repensant à mes impressions en voyant la rivière silencieuse de corps affluer vers la ville. Il hocha gravement la tête. « En partie, mais c'est plus complexe. On comprend le mouvement d'un vol d'oiseau. C'est de la science simple. Chaque oiseau garde une certaine distance avec les autres, et tout mouvement à la périphérie se répercute sur l'ensemble, donnant l'illusion d'un esprit unique, alors qu'en réalité, chaque oiseau réagit juste par instinct à la distance qu'il doit maintenir. C'est un comportement collectif, mais ni télépathique, ni mystérieux. Mais ces morts-vivants... » Il secoua lentement la tête, continuant à avancer d'un pas ferme, ses lourdes bottes écrasant la terre. « C'est autre chose. Ce n'est pas juste de l'instinct. On dirait qu'ils peuvent communiquer sans aucun signal extérieur. Je vais te donner un exemple. On en avait 2 dans des cellules grillagées, dans le même couloir. À chaque repas, un de nos hommes venait leur donner de la viande crue, qu'ils dévoraient dès qu'on la jetait. Mais un jour, quelque chose a mal tourné. Les 2 réanimés ne pouvaient pas se voir. Et ils ne parlent jamais, du moins pas avec des mots. Parfois, ils émettent des sons quand ils meurent ou quand on les attaque, comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure. Toujours les mêmes. Jamais un cri, jamais un hurlement de douleur. Juste ce long « Ah !» J'ai déjà entendu ça, répondis-je. J'ai écouté un discours de Hitler sur la solution finale. Pendant qu'il prônait le meurtre de masse et l'extermination, la foule se mit à applaudir et à pousser ce même « Ah !» assoiffé de sang, mélange de haine, d'adrénaline et de plaisir extrême, avec la promesse de mort pour l'ennemi. Mais pourquoi ils font ça en mourant ? Il haussa les épaules. Personne ne sait. Peut-être qu'on trouvera un jour, mais ça fait partie de leur comportement de meute inexpliqué. Bref, un des gardes était un ami proche. Je lui avais décroché le poste à la compagnie. On avait été dans les Rangers ensemble pendant 2 ans. Fort, intelligent, réflexe incroyable. Un vrai vétéran. Et pourtant, ça ne l'a pas sauvé. L'autre garde donnait la viande. Il a enfreint le protocole en passant la main entre les barreaux pour la lâcher. Le mort-vivant était, selon lui, à l'autre bout de la cellule, mais en un éclair, il lui a sauté dessus et lui a attrapé la main. Il s'est mis à hurler quand la créature lui a arraché les doigts, le maintenant dans une poigne de fer. Mon ami s'est tourné vers lui, et l'autre créature, qui jusque-là restait allongée dans un coin, totalement inerte, s'est soudain dressée et a passé les bras à travers les barreaux. Mon ami n'avait le dos tourné à la cage qu'1 seconde, mais c'était suffisant. Le zombie l'a agrippé aux épaules et l'a plaqué contre les barreaux avec une force surhumaine. Cet homme était une montagne. Il s'entraînait tous les jours, mais il n'a pas pu se libérer de l'emprise de cette créature rachitique. Ça a été si rapide que personne n'a compris ce qui se passait avant que ce soit fini.
Le mort-vivant lui a fracassé l'arrière du crâne contre les barreaux encore et encore, le tenant par le cou. Mon ami a perdu connaissance rapidement. Son corps est devenu mou. Mais la créature a continué jusqu'à briser son crâne en plusieurs endroits. Il est tombé dans le coma et est mort quelques jours plus tard, sans jamais se réveiller. Quand l'équipe du SWAT est arrivée, ils ont trouvé le mort-vivant en train de lécher le sang, les cheveux et les fragments d'os collés aux barreaux. Aussi calme et vide que toujours. Mais ce vide est une façade, c'est un mensonge. Ils sont bien plus intelligents qu'on ne le croit. Nous marchâmes un moment en silence. Le paysage de montagne était magnifique, un contraste brutal avec les horreurs toutes proches. Peu de visiteurs pourraient croire qu'un laboratoire d'armes biologiques, pratiquant des expériences humaines, se cachait ici. De plus, on nous avait averti avant notre départ que les Nord-Coréens pouvaient avoir des camps secrets dans la région, utilisant des prisonniers comme esclaves et cobayes, prêts à être abattus et disséqués sur place. Sachant que la compagnie disposait de satellites espions capables de distinguer une benne à ordures depuis l'espace, cet avertissement signifiait probablement que nous allions bel et bien croiser des camps de concentration. Enfin, je vis une ouverture dans les arbres. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes et une brise fraîche soufflait. La sueur sur mon front s'évapora vite et je sentis le soulagement de voir notre destination. Nous allions enfin pouvoir terminer cette mission et rentrer. Mais un frisson me parcourut en apercevant le bâtiment. D'ici, je distinguais la porte métallique grande ouverte. Sur le mur de façade, en énormes lettres noires, comme précédemment, 3 mots en coréen. « Viens et vois ». Nous discutâmes quelques minutes. Je ne voulais pas entrer. « C'est clairement un piège », dis-je. « Pourquoi laisser la porte grande ouverte ? Ils savent qu'on est là et veulent qu'on entre pour nous capturer. » C'est évident. Mais Hudson n'en était pas si sûr. Pour lui, les mots ne nous concernaient pas forcément, et la porte avait pu être laissée ainsi par des fuyards. « Notre mission, dit-il, c'est d'entrer et de comprendre ce qui se passe. On n'a pas le choix. Si c'est un piège, ne te laisse pas prendre vivant. Mais avec tout le chaos actuel, on n'aura jamais de meilleure occasion que maintenant. Il faut la saisir. » Je soupirai. « Reste juste derrière moi et couvre nos arrières. Allons-y. » Quand nous sortîmes des bois, avançant en silence, armes levées, la nuit était tombée. Le laboratoire avait encore de l'électricité et des projecteurs illuminaient tout autour. Nous devions d'abord franchir une clôture de barbelés entourant le périmètre. Elle possédait une guérite au seul portail d'accès. Je remarquai que cette route-là était pavée, contrairement à toutes celles vues jusque-là, et semblait assez récente. Apparemment, la Corée du Nord avait de l'argent pour son armée, mais pas pour son peuple ni pour ses infrastructures civiles. Je pouvais désormais voir beaucoup plus clairement l'ensemble du complexe. Je passai devant la guérite, tout près derrière l'agent Hudson, jetant un coup d'œil à l'intérieur au passage. J'y vis un homme mort, le visage entièrement dévoré. Son crâne brillait, blanc derrière la masse rouge de chair et de sang, comme une macabre décoration de Noël. Le complexe lui-même paraissait immense. Je n'en voyais pas la fin. Construit en béton lisse et gris, avec un toit plat et sans la moindre fenêtre, c'était l'une des architectures les plus déprimantes et utilitaires que j'ai jamais vues. Il s'élevait sur 4 étages, mais d'après nos informateurs, il en descendait encore de 5 autres. Ce que nous cherchions se trouvait en bas, les niveaux supérieurs étant principalement utilisés pour la paperasserie et l'administration. Les véritables expériences et agents pathogènes étaient regardés en sous-sol, et plus on descendait, plus ces agents devenaient virulents et dangereux. Entre la clôture et le bâtiment, un terrain s'étendait autour du carré formé par le complexe, la route goudronnée serpentant à travers l'herbe taillée au cordeau. Sans hésiter, nous avons couru à travers cet espace à découvert. Je ne cessais de vérifier nos arrières, mais malgré cette sensation persistante d'être observé, je ne voyais personne. Bientôt, nous étions à l'intérieur. La brise nous suivit, mais l'air pur des montagnes et des forêts disparut aussitôt. Une odeur fétide, épaisse et pourrie, imprégnait tout le bâtiment. Je jetai un regard au couloir, apercevant les portraits de Kim Il-sung et Kim Jong-il, ainsi que divers posters de propagande,
dont beaucoup montraient des missiles nucléaires et des ICBM. Nous incinérerons tous nos ennemis dans une mer de feu, proclamait une affiche à ma droite, représentant le visage d'un soldat nord-coréen devant un missile nucléaire, lancé dans le ciel, avec un mur de flammes et de fumée en arrière-plan. Hudson et moi nous arrêtâmes un instant dans ce décor étrange de totalitarisme et de nationalisme. La Corée du Nord m'avait toujours fait penser à un 1984 moderne et bien réel. « Il faut aller jusqu'au dernier sous-sol, » dit Hudson, haletant. J'acquiesçais, le sachant déjà. Il avait tendance à répéter les évidences dans les situations tendues. J'avais toujours pensé que ça l'aidait à calmer cette anxiété écrasante, cette sensation qui serre le cœur avant un combat ou un moment où la vie est en jeu. « Passe devant », dis-je en lui adressant un sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Nous trouvâmes un escalier et commençâmes à descendre. L'odeur de chair en putréfaction empirait à chaque marche, l'air devenant plus épais. La douce brise de montagne n'était plus. Je toussais, manquant de vomir, plié en deux. Hudson se retourna brusquement, portant un doigt à ses lèvres, les yeux étincelants. Arrivé tout en bas, je respirais par la bouche, les yeux larmoyants. J'aurais voulu qu'on nous ait donné des masques à gaz ou au moins des respirateurs. Je me demandais comment quelqu'un pouvait travailler ici, tout comme je me demandais comment on pouvait survivre en mangeant chaque jour de l'herbe et des rats. Hudson poussa la porte en silence et disparut dans le couloir sombre, fusil levé. Je le suivis de près. Nous entrâmes dans un long couloir faiblement éclairé. Ici, plus de posters de propagande, plus de portraits du grand leader. C'était froid, nu. Les murs de béton s'ouvraient sur des pièces sans porte. Nous pénétrâmes dans la première pièce et je faillis vomir à ce que je vis. Un homme, attaché sur un brancard et bâillonné, avait été disséqué vivant, sans anesthésie. Il secouait violemment la tête, ses yeux brillants nous fixant avec horreur. Toute sa poitrine et son abdomen étaient ouverts, et je voyais le cœur battre rapidement dans la plaie béante. Ses côtes avaient été retirées et soigneusement empilées à côté de lui. Sans hésiter, j'avançai, levai mon fusil hypodermique et lui injectai une dose dans le bras. Ce serait fatal. Arrêt respiratoire rapide, sans antidote comme le revivon, car l'étorphine était presque 100 fois plus puissante que le fentanyl. Me retournant aussitôt, nous quittâmes la pièce, avançant dans ce couloir de cauchemar. Dans la pièce suivante, nous découvrîmes le cadavre d'une femme, couvert d'énormes bubons purulents. Un liquide jaune visqueux s'écoulait des plaies, concentrées aux emplacements des ganglions lymphatiques. Des pustules grosses comme des oranges gonflaient à son cou et sous ses aisselles. « On dirait la peste noire, » dit Hudson. « On ferait mieux de foutre le camp. Ça ne nous avance à rien, et je n'ai pas envie de rester à côté de ce truc. J'arrive pas à croire qu'ils ne mettent pas ces agents hautement contagieux sous plexiglas, comme chez nous. » « Ces gens gagnent peut-être 1000 $ par an, » lui rappelai-je. « C'est un des pays les plus pauvres qu'on puisse imaginer. Franchement, je suis déjà surpris qu'ils arrivent à maintenir l'électricité en continu ici. » Nous poursuivîmes, et à ma surprise, la pièce suivante n'était pas un autre enfer. C'était un bureau, un cabinet de médecins ou de chercheurs, avec des affiches anatomiques sur les murs. Dans un coin, un homme se recroquevillait derrière son bureau, vêtu d'une blouse blanche. Il était maigre, comme tous les Nord-Coréens que j'avais vus, portait des lunettes à monture noire, son visage osseux, ses pommettes hautes et son petit menton ne ressemblaient pas à ceux d'un démon. Hudson et moi échangeâmes un regard de surprise, une fraction de seconde. Il en profita pour lever un pistolet. Avant que je réalise, il avait tiré. « Non !» criai-je instinctivement, levant mon arme et l'abattant d'une balle dans la poitrine. Je me tournai vers Hudson, étendu au sol. Je courus vers le scientifique, gisant dans une flaque de sang qui s'étendait sous lui et imbibait sa blouse blanche, lui retirai son arme, puis revins vers Hudson. Immense soulagement. La balle avait frappé son gilet pare-balles, juste au-dessus du nombril. Il aurait sûrement un hématome profond et douloureux, mais rien de mortel. Il grinça des dents, haletant. « Putain, ça fait un mal de chien !» dit-il en transpirant. Je le laissai au sol et retournai vers le scientifique. Il vivait encore.
La balle l'avait touché à l'épaule gauche. Le saignement était abondant, mais aucune artère ou gros vaisseau ne semblait sectionner. Je m'accroupis à côté de lui, posant ma main gantée sur la plaie et appuyant fort. Il hurla de douleur. « Ça fait mal, hein ?» dis-je. « Alors on va jouer à un jeu. Si tu me donnes les bonnes réponses, je te laisse vivre. Mais si je crois que tu mens, » je glissai un doigt dans la plaie, appuyant sur les fragments d'os brisés, sentant le sang chaud couler autour de mon gant. Il faillit perdre connaissance, son visage pâlissant, puis revint à lui en hurlant et agitant les bras. Je retirai mon doigt et essuyai le sang d'un geste, en souriant. « Bon, alors, comment tu t'appelles » demandai-je. « Dr Lee », répondit-il. « Ok, Lee, dis-je. Et que fais-tu ici ? je suis le scientifique en chef du programme de recherche. Et c'est toi le responsable de tous les cadavres ambulants dans le coin ? demandai-je. Il hésita longtemps. Je soupirai, ramenai mon poing en arrière et le frappai violemment au nez. Je sentis l'os craquer sous le cou, sa tête heurtant brutalement le sol en béton. Il se mit à supplier et à pleurer. « S'il vous plaît, dit-il, le sang coulant de son nez. Ne me faites plus de mal. Je vais vous le dire. Je vais tout vous dire. » À ce moment-là, l'agent Hudson s'était relevé péniblement et s'était approché de nous, s'appuyant lourdement sur le bureau et fixant le docteur Lee avec haine. « Oui, j'étais responsable du virus de résurrection, » dit-il. « Nous avions obtenu un échantillon en Russie en soudoyant l'un des principaux scientifiques de leur projet. Mais je n'ai aucune idée de comment il a pu s'échapper du laboratoire. Nous ne l'avions administré qu'à quelques sujets ici. » « Et ces sujets sont toujours ici ?» demandai-je. Il hocha la tête, le visage couvert de sang, le nez tordu et écrasé. « Et le cavalier sur le cheval squelettique ?» Il me regarda, perplexe, avec une expression qui me sembla sincère. « Le quoi ?» demanda-t-il. « Tu ne sais rien d'un monstre aux yeux noirs exorbités qui se promène sur un cheval fait d'os ?» insistai-je. Il me fixa comme si j'étais fou, ce qui, à mes yeux, valait réponse. Je regardai Hudson. « Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» demandai-je. « En réalité, on devrait le prendre en otage. Il a sûrement beaucoup d'informations vitales. » Hudson secoua la tête et sortit son pistolet de son étui. « La route de sortie est déjà assez dangereuse. On n'avait pas prévu de zombies dans nos plans. Donc, changement de programme. Pas d'otage. » Il braqua son arme droit sur le visage du docteur Lee. Mais nous étions tellement concentrés que nous ne remarquâmes pas l'arrivée des morts vivants dans la pièce. Les yeux de Lee s'écarquillèrent, mais pas à cause de l'arme d'Hudson. Il regardait derrière lui, se mettant à gémir et à supplier. Je me retournai et vis une petite fille à qui il manquait un bras. Il semblait avoir été amputé chirurgicalement à l'épaule, et la plaie suintait encore un pus jaunâtre mêlé de sang clair. Mais ses yeux, ce n'étaient pas ceux d'une enfant. On aurait dit des yeux en verre, aussi inertes que ceux d'une statue. Bien que cette mission date de quelques mois, ses yeux me hantent encore, et je les revois chaque jour dans mes cauchemars. Avec une expression de rage animale, elle se jeta sur Hudson, un éclair de chair ensanglantée et de blouse blanche souillée. Bondissant sur son dos, elle se mit à le mordre furieusement au cou. Il tourna sur lui-même, hurlant à l'aide et tentant de la faire tomber. Je courus vers lui, mais un autre corps me percuta de côté, me projetant par-dessus le bureau. Mon épaule heurta violemment le bois, et mon fusil m'échappa des mains. Je tombai sur la chaise, l'écrasant sous mon poids, sentant le bois éclater et me lacérer la peau. Me relevant rapidement, je sortis mon pistolet et vis, de l'autre côté du bureau, les yeux de poupée vides d'un homme portant un trou de balle en plein centre de la poitrine. Sur son corps, je distinguais aussi les marques de la peste noire. Ganglions enflés, noirs et violacés, pustules gonflées de la taille d'un œuf. Je lui tirai une balle dans le crâne. Il s'effondra, se tordant encore quelques instants. Hudson, de son côté, avait fini par projeter la fillette au sol, puis avait braqué son arme sur elle, lui tirant en plein visage. Du sang ruisselait sur son cou, là où de larges morceaux de chair avaient été arrachés. « Oh, Seigneur !» dit-il en grimaçant. « Ça fait un mal de chien. » « Il nous faut des bandages, » dis-je. Lee se redressa. « J'ai des fournitures médicales dans mon bureau, » dit-il en désignant un tiroir.
Je sortis rapidement du désinfectant et des bandages, m'occupant de la blessure de Hudson. Il respirait vite, mais ne montrait aucun signe de douleur, tandis que je nettoyais et enveloppais la plaie. « Vous allez avoir besoin de moi pour sortir d'ici. » dit Lee. « Il y a beaucoup trop de ces choses. Si vous promettez de ne pas me tuer, je vous aiderai et je vous donnerai toutes les informations que vous voulez. » Comme pour appuyer ses propos, on entendit des portes claquer aux étages supérieurs, le son répercuté dans les escaliers. D'autres se réveillent. Et le camp de concentration tout proche contient des milliers de corps. Si vous refusez mon aide, vous serez submergés. Il y a des passages secrets pas loin. Nous acceptâmes rapidement d'emmener Lee avec nous. Saisissant une trousse médicale, nous le relevâmes. Je récupérai mon fusil et le pointai dans sa nuque. « Ouvre la marche », dis-je, tandis que des dizaines de pas résonnaient dans l'escalier. J'étais réticent à emmener le docteur Lee avec nous. Je savais que si j'avais été capturé, il n'aurait pas hésité une seule seconde à me disséquer vivant ou à m'utiliser comme cobaye pour quelque expérience infernale et atrocement douloureuse. Mais il s'avéra plus utile que je ne l'aurais jamais imaginé. Il s'élança dans le long couloir en béton, laissant derrière lui des gouttes de sang qui s'écoulèrent de son nez. L'agent Hudson et moi le suivions côte à côte, jetant sans cesse un regard derrière nous. Les bruits de pas se rapprochèrent de plus en plus, et je m'attendais à tout moment à voir des dizaines d'assaillants déferler par la porte. Dr Lee bifurqua brusquement vers une pièce sur la droite. Elle ne semblait pas différente des autres laboratoires biologiques, si ce n'est qu'aucun cobaye n'était attaché sur la table glaciale au centre. Du sang séché en recouvrait la surface ainsi que le sol autour. Je me dis que c'était une violation flagrante de toute norme sanitaire, puis je me souvins, avec un certain amusement amer, que ce pays ne devait probablement jamais avoir entendu parler d'un code de santé. La porte, au bout du couloir, s'ouvrit brusquement dans un grand fracas. Mais aucun cri d'ordre, aucun aboiement de chien, aucun signe d'une interaction humaine normale. Un frisson glacial me parcourut l'échine tandis que le bruit mat et rapide de pas en course se rapprochait de plus en plus. Dr Lee, paniqué, se précipita vers un coin de la pièce, laissant au sol de petites gouttes de sang éparses. Je me demandais si les morts pouvaient sentir l'odeur du sang, et s'ils allaient en suivre la piste jusqu'à nous en quelques secondes. Dr Lee s'acharna sur une trappe dans l'angle. Il l'ouvrit dans un grincement métallique strident. La petite porte en fer était couverte de rouille et semblait ne pas avoir été ouverte depuis la guerre de Corée. Le bruit de métal résonna dans le couloir. L'adrénaline me traversa si violemment que j'eus l'impression de voir les ondes sonores se déplacer dans l'air. Le temps sembla ralentir lorsque les premières silhouettes tordues et boiteuses franchirent le seuil. Sans réfléchir, je poussai violemment Dr Lee dans la trappe, l'entendant tomber dans le tunnel. J'ignorais à quelle profondeur il atterrissait, et à ce stade, je m'en moquais. Je vis les bouches noires et béantes des morts s'approcher de moi. En tête, un petit garçon coréen de 7 ou 8 ans tout au plus, boitant avec un corps gonflé. Il semblait être mort de faim, le ventre ballonné dépassant de ses jambes nues et maigres, traînant un pied tordu et enflé. Du sang s'écoulait de ses yeux vides, provenant d'une profonde entaille à la tête. L'os y transparaissait, tel un rayon de lune perçant un nuage. Aussi souples que des danseurs, tordant leur corps de façon inhumaine, certains traînant derrière eux des jambes brisées, cette masse de chair en décomposition se rua sur nous. Hudson entra ensuite dans le tunnel, me jetant un rapide coup d'œil avant de disparaître. Je sortis une grenade à fragmentation M67, arrachai rapidement la goupille et la fis rouler dans la pièce. Puis je sautai à mon tour. La chute fut plus longue que prévu et je ne me préparais pas à l'impact. Je retombai lourdement sur ma cheville droite, ressentant une douleur fulgurante remonter le long de ma jambe. Mon corps bascula ensuite en avant, et j'atterris violemment sur Hudson, qui laissa échapper un grognement. « Jésus !» commença-t-il, puis la grenade explosa. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir eu l'impression que le monde s'effondrait, que le soleil venait de devenir une supernova et d'anéantir la planète entière. Mais en quelques instants, alors que des amas de terre et de pierres tombaient du plafond, quelque chose me frappa violemment à l'arrière du crâne. Ma vision devint blanche, et je sentis un flot de sang chaud couler dans mon dos.
Puis, plus rien, Vous m'entendez? demanda une voix lointaine. Je ne vis que de l'obscurité, sentant une matière poisseuse sur mon torse et ma tête. Je poussai un grognement, restant immobile quelques secondes. Vous pouvez vous lever? Ma vision commença à revenir. Je me souvenais de ce qui s'était passé, puis me redressai d'un coup, déclenchant une douleur fulgurante à la tête. Je serrai les dents, pressant mes mains contre mon crâne, comme si cela pouvait contenir la douleur. « Oh merde !» soufflai-je. « Ça fait vraiment mal. » Je vis Hudson, à genoux à côté de moi dans la faible lumière. Plus loin, Dr. Lee était assis calmement, le visage impassible, comme s'il regardait un téléachat en pleine nuit. « Tiens, » dit Hudson en sortant de sa poche 2 comprimés emballés dans du plastique. C'est du naproxène. avale. Pas terrible, mais c'est tout ce qu'on a. Sauf si tu veux essayer de l'étorphine. Je souris faiblement à sa blague, puis déballai les 2 gélules. Hudson me tendit une flasque en métal, sortie comme par magie. C'est un peu tôt pour commencer à boire, marmonnai-je, la tête en feu. Non, c'est du Gatorade. J'utilise juste la flasque parce qu'elle est petite et en métal. Peut-être qu'un jour elle arrêtera une balle. Imagine. Ce petit bout de métal pathétique sauvait une vie. Je bus une gorgée et lui rendis la flasque. Il n'en proposa pas à Lee. En fait, il agissait comme si le savant fou n'existait pas. Je me relevai péniblement. Des vagues de nausée me secouaient, et je me remis les mains sur la tête, massant le cuir chevelu pour soulager la migraine. Je sentis une profonde entaille à l'arrière, du sang coagulé imbibant l'arrière de mon uniforme de camouflage. Hudson et Lee semblaient globalement indemnes, malgré des coupures et éraflures. Un voile de poussière recouvrait leur visage, jusque sur les épaisses lunettes noires de Lee. Il les retira pour les essuyer avec le bas de sa chemise. « Bon, Dr. Lee, Dit Hudson d'un ton glacial, en coréen approximatif. c'est ton rodéo maintenant. Ouvre la marche. » Lee s'exécuta, le nez tordu, le visage maculé de sang séché. Il n'avait plus rien du médecin propre et soigné trouvé dans le laboratoire. Alors, pourquoi tu te cachais? D'abord, Lee ne répondit pas, marchant d'un pas vif dans le tunnel étroit et sombre. Puis, d'une voix monotone, il finit par parler. « Je ne vous ai pas tout dit. » Sans blague, lançai-je avec un sarcasme acide. Hudson me lança un regard noir et fit signe à Lee de continuer. « La dernière fois que c'est arrivé, Commença-t-il. c'était pendant la marche ardue. Quelqu'un avait déjà libéré le virus de résurrection. Je ne sais pas qui ni pourquoi. On ne le saura sans doute jamais. Mais cette fois, je pense savoir qui l'a fait. Ou du moins réduire la liste des suspects. Il y a un groupe, à l'intérieur du complexe militaire, qui veut renverser Kim Jong-un par tous les moyens. Ils espèrent déstabiliser le pays et provoquer une révolution. Ce sont, à ma connaissance, les seuls qui aient à la fois le mobile et l'opportunité. Quelques-uns travaillent au même niveau que moi, avec des agents pathogènes de niveau 4 et 5. Ils ont essayé de me recruter à plusieurs reprises. J'ai refusé, pour sauver ma peau, mais je ne les ai pas dénoncés non plus. Ils auraient des connexions, jusqu'à la propre sœur de Kim Jong-un, qui aurait sondé ses alliés pour savoir ce qui se passerait si elle faisait tuer son frère et prenait sa place. D'après ce que je sais, elle a finalement abandonné l'idée à ce moment-là. Cependant, si une épidémie éclatait, tuant des millions de personnes, si les morts revenaient dévorer les vivants, cela pourrait choquer le peuple au point de le pousser à agir. Un gouvernement a sa propre inertie. Il faut une force puissante pour l'arrêter dans sa marche. Mais toute force capable de faire se lever la population suffit à provoquer la chute de l'État. Le tunnel de terre vira brusquement sur la droite, et au bout, je distinguai une faible lumière. En m'approchant, je levai les yeux et vis une ouverture d'où tombait un mince filet de clarté lunaire, filtrant à travers une échelle branlante. « Cette trappe ne devrait pas être ouverte, » dit le docteur Lee en fronçant les sourcils. Il commença à grimper rapidement à l'échelle. Hudson le suivit de près, son pistolet pointé sur lui au cas où il tenterait de fuir ou de nous piéger. Pour tout ce que nous savions, des tireurs embusqués pouvaient nous attendre à la sortie. Mais je n'entendis aucun mouvement. Je grimpai à mon tour, l'arme de poing serrée dans une main, mon fusil d'assaut passé dans mon dos.
Je voulais être prêt à tirer au moindre danger. Une sensation glaciale me parcourait la colonne vertébrale, hérissant les poils de ma nuque. Je savais qu'un moment décisif approchait, et je n'avais aucune envie de l'affronter. J'avais l'impression d'être un somnambule marchant droit vers le bord d'une falaise, conscient du vide mais incapable de dévier ma route. Lorsque je posais le pied sur le dernier barreau et me hissais dans le monde nocturne, mon souffle se coupa. Des centaines de cadavres de soldats nord-coréens jonchèrent le champ où nous venions d'émerger, la plupart brûlés au point d'être méconnaissables. Beaucoup avaient encore la bouche ouverte dans un cri silencieux, leur peau noircie et craquelée par une chaleur extrême. Les uniformes avaient été consumés, ou, parfois, fondus dans leur chair calcinée. « Qu'est-ce qui s'est passé ici » demandai-je, horrifié. Ni Hudson ni Lee ne répondit, leurs yeux fixés en les alentours, écarquillés, et comme pour répondre à ma question, un hurlement monta du bord de la forêt voisine. Il arriva au galop, flou dans la nuit, monté sur un cheval squelettique luisant sous la lune. Les sabots écrasaient les corps calcinés sur leur passage. Les yeux noirs et exorbités du cavalier semblaient nous transpercer, sans un battement de paupières. Sa bouche grande ouverte dévoilait un vide béant, et l'air autour se distordait tandis qu'un cri aigu, inhumain, déchirait la nuit, montant et descendant en vagues, résonnant dans les arbres et se répercutant à travers les montagnes. À ce moment-là, je perçus à peine des ordres criés en coréen et des renforts surgir des bois, se ruant dans le champ. Ils nous ignorèrent presque totalement, concentrant leur attention sur le cavalier et sa monture. Les tirs fusèrent. J'attrapai Hudson et Lee pour les tirer vers une brèche que j'avais repérée dans la vague humaine. Les balles sifflaient autour de nous, toutes dirigées vers la créature hurlante. Un soldat nord-coréen se détacha du groupe et lança une grenade sur le monstre. Celui-ci se figea net, comme surpris par cette audace. Le cheval passa au-dessus de l'engin et l'explosion retentit aussitôt. Nous avions atteint le bord de la forêt, et je plaquai instinctivement Lee au sol en me jetant à terre. Hudson, juste à côté, s'accroupit, les mains sur la tête. Des éclats d'acier et des morceaux de bois volèrent autour de nous. Une colonne de flammes rouges s'élevant au centre du champ et pulvérisant les cadavres comme des feuilles mortes en automne. Mais en me retournant, je vis le cavalier toujours avancé, intact, insensible aux balles comme à l'explosion. Il sauta à terre, restant suspendu à quelques centimètres du sol. Son corps tournoya, libérant à nouveau son hurlement inhumain, et une lumière blanche, fine comme une lame, jaillit de sa poitrine en 4 faisceaux aveuglants. Flottant lentement sur lui-même, il projeta ses rayons mortels sur les soldats qui avançaient, tirant et criant des ordres. Dès qu'ils étaient touchés, leurs yeux s'écarquillaient, leurs bouches se figeaient, puis leurs torses se sectionnaient net, comme découpés au laser. Je vis avec horreur leur chair brûler et fondre, se déchirant sous l'effet de la lumière. En quelques secondes, plus personne ne tenait debout dans le champ. Les corps mutilés s'effondrèrent sur ceux de leurs camarades. Le cri du cavalier s'éteignit lorsqu'il redescendit, ses jambes effilées s'enfonçant dans les cadavres jusqu'à la terre. De l'autre côté du champ, de nouveaux renforts arrivèrent en masse, trébuchant presque sur les milliers de corps empilés sur plusieurs couches. Le cavalier les ignora, regagna son cheval avec une grâce étrange et se remit en selle. Il se dirigea vers nous malgré les ordres hurlés et les salves tirées. Mais tout s'interrompit brutalement lorsqu'une marée de morts vivants surgit de la forêt, submergeant les soldats comme un torrent engloutit un caillou. « On y va !» soufflai-je à Lee et Hudson. Lee était juste devant moi. Je plaçai le canon de mon arme contre l'arrière de son crâne. « Et si tu tentes quoi que ce soit, je te jure que tu n'auras même pas le temps de comprendre avant que ta cervelle ne gicle. » C'est clair, il hocha la tête, ses yeux brillants derrière ses grosses lunettes, puis se remit à trottiner derrière Hudson. Une fois à bonne distance du champ, je ne vis plus trace du cavalier. Hudson sortit sa boussole électronique et soupira en consultant les coordonnées. Il dégaina un téléphone satellite, composa une longue suite de chiffres, et après quelques secondes, déclara « Extraction dans 15 minutes. On a un prisonnier. Niveau 5 en cours près de la frontière. Renfort immédiat requis. » Sans attendre de réponse, il raccrocha et rangea l'appareil. Puis il lança à Lee un regard de haine pure.
Tu sais, commença-t-il. mon grand-père était dans la guerre de Corée. Ray Hudson. Il a été capturé et torturé par des ordures comme ce type. Il pointa Lee d'un doigt, tremblant. Hudson n'avait pas bonne mine. Même à la lumière faible de la lune, je vis que sa blessure au cou virait au violet malsain. Tremblant de rage, ou d'autre chose, il sortit son pistolet et le plaça contre la tempe de Lee. Je te descends ici et maintenant. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas le faire, enfoiré. Je te jure que je peux repeindre cette forêt avec ta cervelle. Lee hocha la tête, terrorisé. « Agent Hudson !» dis-je sèchement. « Mais qu'est-ce que vous foutez? Baissez votre arme. Ce prisonnier est précieux. » Il continua de trembler, son doigt se crispant sur la détente. Je me préparais au coup de feu, à voir l'arrière de la tête de Lee exploser. Mais au dernier moment, Hudson rengaina son arme, remit son fusil en bandoulière et nous fit signe de continuer. Je ne savais pas ce que je venais de voir. Il semblait perdre le contrôle. Mais c'était mon supérieur, et c'était ma première mission. Qui étais-je pour lui dire comment travailler? Pourtant, quelque chose sonnait faux. Enfin, nous aperçûmes les miradors au loin, alignés sur les montagnes. D'ici, la vue portait sur des kilomètres. Côté chinois, des milliers de lumières brillaient. Côté nord-coréen, rien qu'un voile de ténèbres à perte de vue. « C'est juste là !» dit Hudson en désignant l'autre côté du poste. Je vis le fil barbelé tendu entre les arbres, marquant la frontière. Je pouvais facilement le couper avec ma pince, mais alors que je m'en approchais, vérifiant à gauche et à droite, un remue-ménage éclata derrière nous. Des feuilles froissées, des branches craquant sous des pas rapides. À travers les arbres, des dizaines de soldats nord-coréens surgirent, armes pointées, criant des ordres. Lee leva aussitôt les mains. « Aidez-moi! Ces hommes m'ont kidnappé. Je crois que ce sont des agents de l'impérialisme américain. » Ma vie défila devant mes yeux. Je ne savais pas s'il fallait me rendre ou combattre. En me retournant, je vis Hudson lever les mains, son fusil pendant mollement à la sangle. Il me fit un clin d'œil. Je l'imitai, laissant tomber mon arme et levant les mains. Les soldats, dans leurs uniformes brun-gris, se précipitèrent vers nous avec des menottes. Puis, des coups de feu de tireurs d'élite éclatèrent tout autour de nous. Je me jetai au sol, les mains sur la tête, tandis que le visage du soldat le plus proche éclatait dans un jaillissement sanglant. Les autres suivirent rapidement, leur poitrine et leur tête se désintégrant sous l'impact de la grêle de balles. En quelques secondes, tout redevint silencieux. Je retirai mes mains de ma tête et la relevai lentement, découvrant les corps inertes des soldats, éparpillés sur la terre. En levant les yeux vers la frontière, j'aperçus l'agent Streicher qui avançait dans son costume noir impeccablement repassé, entouré d'une équipe d'hommes en tenue de camouflage. En quelques secondes, ils sectionnèrent le fil barbelé et s'approchèrent de nous. Tout près, j'entendis le vrombissement d'hélicoptères en approche. Je me tournai et vis le docteur Lee, toujours vivant, l'air hébété et perdu. L'agent Streicher lui ordonna en coréen de mettre les mains derrière la tête, et il fut menotté sur place, puis poussé vers l'un des appareils. Hudson et moi les suivîmes en silence, franchissant la frontière. Je vis des hommes descendre des arbres, vêtus de guillis-suie, leurs fusils de précision en bandoulière. Sans un mot, nous montâmes dans les hélicoptères noirs qui venèrent d'atterrir. L'agent Streicher s'installa dans le nôtre, nous attendant. Dès que nous prîmes place, il nous félicita pour la mission, surtout pour la capture du docteur Lee, qui fournirait, selon lui, des informations inestimables à ses interrogateurs. Pour ma part, je ne ressentais qu'un profond soulagement d'être encore en vie, après les horreurs que je venais de traverser. Mais, alors que nous quittions cet enfer, je jetai un regard à l'agent Hudson et vis ses yeux, vides, inanimés. Ils me traversaient, sans me voir, figés, semblables à ceux d'une statue.